Faisons un peu de sociolinguistique. Je viens de penser à une chose assez étrange, c'est que le mot français, par exemple, est invariable quand on passe du singulier au pluriel. Il est français, ils sont français, écrit de la même manière. Et ça, c'est quand même assez rare pour les langues qui aiment bien marquer le pluriel. Alors, il y a des cas où ce n'est pas vrai. Il y a des cas où, ne serait-ce que sur le plan orthographique, on fait une différence. Mais là, en l'occurrence, comme français déjà au singulier comporte un S, on ne va pas rajouter un S. De la même façon, par exemple, c'est épée, et E accent aigu P-A-I-S, eh bien c'est valable au singulier comme au pluriel. Donc il y a des cas comme cela, en français, où on ne peut pas distinguer le singulier et le pluriel quand, notamment, un adjectif se termine, ou même un nom se termine par un S. C'est logique d'ailleurs. Je suppose qu'on a le même problème avec d'autres langues, mais par exemple, euh, je n'y pense pas tout de suite, mais enfin, il y a certainement des langues où le mot au singulier se termine par un S, et on va, en anglais par exemple, je pense, on va mettre un E entre le premier S et le deuxième S. Là, par exemple, le mot sandwich, pas tout à fait un bon exemple. Sandwich, eh bien, en français, on va mettre un S après sandwich, et en anglais, on va mettre sandwiches, E-S, C-H-E-S. Là aussi, il y a le même du marqueur de pluriel. Alors, toujours dans le domaine du marqueur de pluriel, on notera que l'anglais ne marque pas le pluriel des adjectifs. Et on peut se demander si ça n'est pas lié justement aux spécificités du français. Pas du français en général, mais certains cas qui ont pu être marquants, comme effectivement français, mais d'autres cas où c'est à ce moment-là le singulier et le pluriel qui ne se distinguent pas non plus. Par exemple, dans mystérieux, mystérieux, eh bien c'est soit un singulier, soit un pluriel. Donc quand c'est un X, on a le même problème. Et donc par conséquent, je parle aussi, voilà, par exemple pour précieux, précieux. Eh bien, on trouve en anglais precious comme dans le Seigneur des Anneaux. Eh bien, précieux en anglais, ça ne se distingue pas. Alors les Anglais ils vont plus fort que nous parce que non seulement ils ne distinguent pas le, le, le masculin, le singulier et le pluriel, mais ils ne distinguent pas non plus le masculin et le féminin. Là, nous, on ne va pas jusque-là. On dit précieux, précieux, singulier et pluriel, mais on dit précieux, précieuse. Mais, comme je l'ai écrit dans un ouvrage que vous pouvez trouver sur Internet, mais qui n'a pas été publié, euh, l'épistémologie de l'erreur linguistique populaire, voilà, il y a des constructions linguistiques qui sont faites comme ça, au fur et à mesure du temps. Et à partir d'un emprunt à une langue, eh bien, on se fait une certaine idée de la langue. Et quand cette langue exerce une certaine influence, eh bien, elle aura une influence sur l'ensemble de la langue de l'emprunteur. Et pas seulement sur les mots qu'il aura empruntés. Mais l'anglais n'a pas seulement emprunté du lexique au français, il a emprunté aussi des marqueurs. Des marqueurs. Et ces marqueurs, ils vont bien au-delà de la question du lexique. Marqueurs du pluriel et du singulier, du féminin, du passé, etc. Par exemple, wanted, par exemple. Want est un verbe anglais, a priori, enfin, bien qu'on pourra en discuter, et on le conjugue au pluriel, au prétérit avec ed. Comme tous les verbes
français par-ci en anglais qui se terminent en ED, mais qui, eux, ont une racine française plus flagrante. Bon. Euh, change, changed. Voilà. Et le ED, comme on sait, c'est l'ancien français qui a donné par la suite en français moderne le E accent aigu. Il a changé, C-H-A-N-G-E, c'était au départ changer, ça se prononçait de la même manière, changer, C-H-A-N-G-E-D, comme on retrouve en espagnol avec encantado ou en italien, et comme d'autres conjugaisons, par exemple, il a écrit, eh bien là ça ne se termine pas par une voyelle, ça se termine par une consonne, en l'occurrence le T. Alors je terminerai par une petite anecdote hier soir dans le métro, où j'étais avec des Espagnols et des Portugais, ou Brésiliens, qui devaient suivre des cours de français, ou peut-être à l'Alliance française. Et alors, on est arrivé à la station Gobelins, les Gobelins, et alors c'est curieux parce qu'ils ont dit, ah, on est arrivé aux Gobelins. Je me suis dit, alors, apparemment, on leur a pas encore appris à prononcer le français correctement. Alors, Gobelins, en plus ils disent Gobelins. Donc voilà, donc je dis ça en passant comme ça pour m'amuser, mais il faut quand même savoir qu'il y a une différence entre le français écrit et le français parlé, et qu'apparemment il y a des gens qui connaissent le français écrit, mais qui ne savent pas comment on le parle. D'où cette formule Gobelins. C'est pour ça que je dis que dans la communication entre langues différentes, il vaut mieux en rester au niveau de l'écrit qu'au niveau de l'oral. Parce qu'au niveau de l'écrit, c'est plus simple et on ne rentre pas dans les problématiques de prononciation qui sont complexes. Donc, je suis pour limiter la question de la didactique des langues, en disant, bon, voilà, bah, écoutez, on ne vous demande pas d'apprendre à parler la langue, on vous demande simplement de savoir la lire. C'est déjà pas mal. Parce que par exemple, beaucoup de chercheurs disent oui, on ne peut pas faire d'articles en français parce que les gens ne lisent pas le français. Mais si, les gens peuvent lire le français même s'ils ne parlent pas le français. Euh, un anglophone face à un texte français, s'il a fait preuve d'un minimum de bonne volonté, il va comprendre ce texte. Maintenant, si on le lui lit oralement, là, c'est une toute autre affaire.